Bonjour Christelle Pérec-Bernard. Merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Aura. Vous êtes... Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes médecin spécialisé dans les addictions, autrice, conférencière et vous accompagnez depuis des années des patients sur des problématiques liées à l'alcool et au comportement addictif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois universel et souvent mal compris, l'addiction et en particulier notre rapport à l'alcool. Dans votre approche et dans votre livre, vous expliquez que l'addiction n'est pas simplement une question de volonté, Mm. mais un mécanisme complexe impliquant le cerveau, les émotions et l'environnement. Pour commencer, tout simplement, comment est-ce que vous définissez aujourd'hui l'addiction? L'addiction, en fait, c'est quand tu n'as plus le choix, quand tu perds ta liberté, quand tu perds le choix, que le produit ou le comportement s'impose à toi, que tu y penses tout le temps, que ça envahit toute ta vie, que tu consommes malgré les conséquences négatives que tu connais, et que tu peux plus t'arrêter, tu vas au-delà de ce que tu as prévu. Donc quand ça envahit toute sa vie et que tu as perdu la liberté de choisir, D'accord. finalement. Scientifiquement, comment fonctionne l'addiction sur notre cerveau, sur nos neurones, la dopamine? Alors l'addiction, en fait, prend le pouvoir, en fait, détourne le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un petit circuit qui provoque le plaisir et qui entretient la motivation. C'est-à-dire que quand tu fais une action ou tu consommes un produit, tu déclenches de la dopamine qui fait plaisir et qui te donne envie de recommencer. Et ce circuit-là, c'est lié aussi à l'apprentissage, à la mémoire et aux émotions. Voilà, donc le cerveau apprend très vite. D'accord. Est-ce que ça a un rôle aussi, si on commence jeune ou plus tard, Oui, ça a un rôle dans notre comportement et notre addiction aussi? oui, tout à fait. Tout à fait. Au niveau des jeunes, notamment le cerveau donc, mature d'arrière en avant. Et en arrière, donc, on a tout ce qui est circuit des émotions et mémoire. Et en avant, on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal avec tout ce qui est raisonnement, cognition et surtout régulation, capacité de régulation, de contrôle. Donc en fait, un enfant a des petites émotions et des petites capacités de contrôle, c'est équilibré. Mais au niveau de l'adolescence, tu as un cerveau qui est mature partiellement en arrière et des grosses émotions et peu de capacité de régulation. Donc tu vas être très sensible aux stimulations avec peu de capacité de régulation. Donc si on commence tôt, par rapport à ta question, si on commence trop tôt à l'adolescence, on va installer beaucoup plus rapidement une addiction. Donc ça a un impact aussi sur le long terme, mais pour s'en sortir, c'est plus compliqué, j'imagine? Voilà, tout à fait. Ça va altérer donc la maturation, la fin de la maturation du cerveau, c'est-à-dire tes capacités futures de régulation. Et donc, ça va mettre en place une addiction beaucoup plus facilement. D'accord. Mm. Est-ce que tu peux faire la liste des addictions, légales ou non légales, du plus faible au plus fort, dans notre société actuelle? Alors, en réalité, on ne peut pas vraiment les classer comme ça, parce que c'est pas qu'une question de produit. C'est une question de produit, une question de capacité des produits à installer une addiction, c'est vrai, mais pas que. C'est aussi la place que va prendre le produit dans la vie de la personne, le produit ou le comportement finalement. Donc, en fait, c'est pas on ne peut pas vraiment les classer en faibles ou forts. Il y en a qui ont des capacités addictogènes de générer une addiction plus forte que d'autres, comme par exemple l'héroïne, la cocaïne, les drogues qu'on appelait avant les drogues dures. Maintenant, on évite un petit peu ce terme. Euh, mais il faut voir que, par exemple, une drogue un peu moins addictogène, comme par exemple, je ne sais pas, un écran va être moins addictogène que l'héroïne, peut prendre beaucoup de place dans la vie d'une personne. Donc on ne peut pas vraiment les classer. Voilà, maintenant on peut classer les plus destructeurs. Je crois que voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau des drogues les plus destructrices, on a quand même l'alcool qui arrive en numéro un. D'accord, on pourra en parler justement. Et le tabac. D'accord. Oui, tout à fait. Number one, donc alcool et en second, c'est, le Au niveau tabagisme? des, ouais, au niveau des conséquences, l'alcool est le produit le plus dommageable si on prend en globalité la personne, la société et l'entourage. C'est le plus dommageable et de loin. Le plus tueur, c'est le tabac. 75 000 morts par an. Et au niveau de l'alcool? C'est à peu près 41 000 morts par D'accord. an. Ce Ouais, qui est quand même énorme. ouais,
est-ce qu'avant, on était addict? Je prends l'exemple de l'homo sapiens. Est-ce que lui avait des addictions? Mmh. Ou est-ce que c'est notre sédentarité qui nous a poussés à nous créer, justement ces addictions? Ou, c'est nos sociétés modernes qui nous ont rendus accros? Bah, en fait, Homo sapiens avait déjà le même équipement, enfin le même cerveau, le même circuit de la récompense, donc potentiellement, il pouvait, déclencher des addictions. Mais je trouve ta question vraiment pertinente parce que, nous, c'est notre société, en fait, qui nous donne accès, et qui nous incite aux addictions. On n'est pas devenu plus addict, mais on est devenu, hyper connecté, hyper sollicité et on a, cette capacité à organiser, et à créer nos propres addictions. D'accord. Mmh. Est-ce que sur la planète Terre, on est donc la seule espèce à avoir des addictions? Pas du tout, il y a, on n'est pas la seule espèce, par exemple, on sait le reproduire, chez les rongeurs ou chez les primates. Si on leur donne accès à un produit Mmh, addictif, par exemple de l'alcool, de la cocaïne, on peut reproduire tout à fait le comportement, même, au détriment de leur survie. Ils peuvent oublier de manger et en mourir. Par contre, on est la seule espèce, à savoir les produire, mmh, les inventer et les organiser à grande échelle. oui, Voilà. Donc, d'accord, on crée, nos propres addictions, on les organise et on crée des produits de plus en plus addictifs et des systèmes numériques de plus en plus addictifs. d'accord. On va faire un zoom sur la dépendance à l'alcool, si vous le voulez bien. Mm. On parle souvent donc, d'alcoolisme comme d'un extrême, mais la majorité des gens se situent dans une zone un peu floue, un peu grise. Mm. Hem, Comment reconnaître une consommation qui devient vraiment problématique sans être nécessairement alcoolique? Oui, alors tout à fait, on n'a pas besoin d'être alcoolique pour avoir un problème d'alcool, et ça c'est très important. On peut avoir des comportements à risque, c'est-à-dire ou des comportements problématiques. Euh, donc ça veut dire que soit on consomme trop dans certaines circonstances et on se met en danger, par exemple, ça c'est une consommation problématique d'alcool, ou alors un usage à risque, c'est-à-dire que l'alcool commence à prendre un peu trop de place dans sa vie, on commence à l'utiliser pour anesthésier une émotion ou alors pour fonctionner, c'est-à-dire pour dormir, pour gérer le stress, ou alors on commence à y penser un peu tout le temps, à organiser sa vie autour. Voilà, quand on commence à perdre un peu la liberté de choix, c'est ça l'indicateur. Il faut vraiment se poser des questions. Ou quand on se met en danger, ou quand on dépasse ce qu'on avait prévu, ce sont vraiment des indicateurs forts. D'accord, donc comme vous le dites, beaucoup de personnes consomment de l'alcool, non Mm. pas pour fuir, mais donc pour fonctionner, je reprends vos mots. Oui, Gérer le stress, se détendre, oui. socialiser. Donc est-ce que ça, c'est déjà une certaine forme de dépendance? Oui, c'est une certaine forme de dépendance, c'est-à-dire c'est une forme de dépendance fonctionnelle. Quand on l'utilise systématiquement pour fonctionner dans un but précis, pour dormir, si je consomme pas, je ne dors pas, ou si je suis trop stressée, je consomme pour anesthésier cette souffrance, ce stress. C'est une première dépendance fonctionnelle, et là, c'est vraiment un indicateur fort, une alerte D'accord. forte. Donc d'un point de vue, neuro, que se passe-t-il réellement dans le cerveau lorsqu'on consomme de l'alcool régulièrement, qu'on crée une dépendance? Alors l'alcool va stimuler la dopamine, donc directement dans le cerveau au niveau de ce fameux circuit, et encourage donc à reproduire le comportement. D'accord, Donc le cerveau va enregistrer très rapidement que ce comportement-là serait intéressant parce qu'il suscite un bien-être, une récompense, un plaisir en fait. Voilà, donc ça donne envie de le recommencer et après ça s'installe de manière assez automatique. d'accord, donc c'est une sorte de routine après qui se crée, Oui, à c'est cause de ça? ça. D'accord. C'est lié au circuit de l'apprentissage. Donc, comme quand tu apprends, par exemple, à conduire, au départ, bon, c'est pas plaisant, hein, donc on s'oblige à recommencer. Mais le cerveau finit par intégrer de manière automatique le circuit et après, tu n'y penses plus, tu le fais de manière automatique. D'accord. Sauf que l'addiction, tu as en plus la dopamine. Ça te fait plaisir, donc tu réfléchis pas, tu le refais. Ah bah c'est bien. Et le cerveau fait le raccourci très vite. Mmh. Donc à partir de quel moment l'alcool commence-t-il à impacter, la performance cognitive, sur la concentration, sur la mémoire, sur la prise de décision? Lorsqu'on Très, co très tôt, en fait. D'accord.
très tôt, hein, parce que bon, au départ, effectivement, il y a cet effet dopamine, dopamine plaisir qui booste, et très rapidement, en fait, l'alcool anesthésie et endort. Et endort, en fait, le cerveau, ça endort la cognition, ça endort la concentration, ça baisse la vigilance et ça baisse la réflexion, la capacité de discernement, les réflexes, etc., etc. En termes de, consommation, c'est un, 2, 3 verres, par Des jour? C'est Il y a des nouvelles études qui sont tombées il n'y a pas très longtemps que j'ai vu passer sur LinkedIn notamment. Et c'est très tôt, dès un verre, il y a un impact en fait. d'accord, On s'en rend pas compte, mais c'est très, très rapide. OK. Mm. Quel que soit l'alcool, quel que soit le moment de la Alors, journée, le oui, c'est bien de le préciser. C'est vrai que, en fait, quand je dis dès un verre, je pars en verre standard. Et verre bar? voilà, OK. verre bar, donc c'est 10 grammes d'alcool pur. C'est une dose standard. Je sais pas si tu veux que je rappelle vite fait. Si, avec plaisir. Voilà, une dose standard, c'est un verre de vin, 10 centilitres. C'est une dose d'alcool fort bar, donc c'est à peu près 3 centilitres, par exemple, de whisky, de rhum, voilà. C'est une coupe de champagne, 10 centilitres. Et pour une bière, on va parler d'une bière classique à 5 degrés, donc c'est 25 centilitres. D'accord, Voilà, grosso modo. OK. Mm. Donc un seul par jour, OK. Est-ce que en apparence, on peut être performant, mais être rongé de l'intérieur, petit à petit par l'alcool et Et oui. donner l'illusion, que tout va bien? Peut-être que vous avez vu des patients ou des Oui, c'est extrêmement fréquent et c'est vrai que c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème parce que, et souvent, c'est ce que donnent à voir aussi les personnes, parce que elles sont dans une dissonance, c'est-à-dire que elles donnent à voir un comportement qui a l'air d'être quelque chose qui fonctionne, alors qu'elles consomment et qu'elles se détruisent de l'intérieur. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas de l'extérieur. Notamment l'entourage ne le voit pas, parce que souvent la culpabilité fait que les personnes ne donnent pas non plus accès à ça. Donc on se rassure, hein, c'est vrai qu'entourage aussi, on se rassure en disant ah ben oui, il se lève, il mange, il dort, il répond. Donc la machine a l'air de fonctionner, mais en vrai, elle fonctionne pas du tout. mmh, Voilà. Et de l'intérieur, la personne est en souffrance et s'abîme. Et voilà. Et au moment où ça se voit, c'est très avancé. d'accord Mm. et en échelle de temps, c'est en semaines, en mois, en années? Alors ça, c'est très variable. C'est vrai que bon, l'alcool hein, prend plusieurs années. C'est pour ça qu'on a quand même le temps de réagir. Par exemple, comparativement à une drogue comme la cocaïne ou le crack va altérer beaucoup plus rapidement la santé. L'alcool, ça peut prendre des années, mais pas forcément, hein. Moi, j'ai vu des personnes développer des cirrhoses du foie très rapidement ou des pancréatites. Ça dépend aussi comment tu bois. Mmh, Si tu bois en beach drinking avec des quantités massives, tu peux agresser tes organes voilà, une consommation massive avec un tsunami d'alcool qui arrive. Tu peux faire un problème au niveau du cerveau, du foie, du pancréas. C'est assez variable hein, finalement. d'accord donc si c'est un verre, 2 verres par jour, ça va altérer quand même la performance cognitive, par exemple, Oui, la santé au global, mais ça va prendre quand même beaucoup plus de temps, donc plusieurs années avant oui, que réellement il y ait un oui, impact, oui. visible. Ben, on a des repères hein. Par rapport à ça, on a quand même des repères de consommation à moindre risque. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Mmh. Hein, c'est-à-dire que l'OMS a fait comment dire, une grille à peu près. Et donc, on a mis les repères de consommation à moindre risque à maximum 2 verres par jour, avec au moins 2 jours sans par semaine. Ça fait maximum 10 verres, c'est déjà pas mal, hein, 10 verres standards par semaine pour avoir une consommation à moindre risque pour ta santé. Mmh. Donc moindre risque, ça ne veut pas dire sans risque, ça veut dire que tu as un risque d'avoir un problème de santé à peu près de 1%. Voilà. L'idée, c'est que la vie est un risque. Voilà, tu manges des trucs artificiels, industriels, tu sors dans la rue, tu te fais renverser. Enfin, voilà, la Bien sûr. vie est un risque en soi. Donc, on accepte un risque minimum. Voilà, donc pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Chez les jeunes ou chez les personnes les plus âgées, les jeunes, c'est rien.
Les personnes âgées, après 60 ans, c'est un seul verre par jour et pas tous les jours. D'accord. Quand vous dites jeune, c'est jusqu'à quel âge? Alors, on dit moins de 60 ans, plus de 60 ans à peu près, D'accord. Ok. c'est pas un jugement de valeur, c'est un âge Voilà. métabolique en fait. On va s'attirer les foudres. C'est ça. Vous expliquez dans votre livre que certaines addictions sont invisibles, car elles sont socialement acceptées. Mm. Et là, je pense notamment à l'alcool. Alors pourquoi l'alcool bénéficie encore d'une telle tolérance culturelle? Est-ce le cas seulement en France parce on est un grand consommateur et on crée beaucoup d'alcool? Ou c'est partout pareil dans le monde, où il y a des pays où c'est mal vu de consommer, moins accepté? Oui, il y a des pays où c'est moins accepté. En France, c'est très culturel, pas qu'en France, hein, en Europe, un peu partout. En France, c'est surtout le vin, hein, voilà, qui est plébiscité et encouragé. C'est très culturel, et puis c'est quand même très entretenu. Il y a quand même un déni, un mensonge collectif qui consiste à faire croire, aussi entretenir la légende que l'alcool, notamment le vin, serait bon pour la santé, ce qui est faux. Hein, C'est ce qu'on dit, un verre de vin par jour, le soir, serait bénéfique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux, c'est faux. Ça repose sur rien du tout, hein. Ça a été une hypothèse à un moment donné qui a été émise, qui n'a pas été vérifiée. Voilà, c'est relativement au régime méditerranéen qui fait que voilà, les gens du Sud qui consommaient aussi de l'alcool avaient une longévité un peu plus longue que la moyenne. Ça vient du régime méditerranéen et pas de l'alcool, ça n'a rien à voir. Donc ça a été repris par les lobbies de l'alcool et entretenu. Voilà, les tanins, les choses qui pourraient être présentes dans le vin, c'est vrai, mais ça ne compense absolument pas la toxicité qu'il y a sur les organes et les artères. Donc c'est faux. Et maintenant, ça a été prouvé. Il y a plusieurs études qui sont sorties et qui prouvent que dès un verre, tu commences à avoir un impact sur ta santé, notamment pour ce qui est les cancers. D'accord, Cancer du sein chez la femme, dès un verre, le risque augmente. d'accord. Voilà, ça c'est clair, net, prouvé. Donc voilà, tout ça c'est faux. Je sais qu'il y a encore même des médecins, hein, qui racontent ça. Malheureusement, c'est faux. Un mythe, Oui, des bonnes qu'aujourd'hui. c'est ça. Combien de temps faut-il en moyenne pour, son cerveau ou sa performance ou sa santé au global? Mm. Dès lors qu'on arrête l'alcool, combien de temps faut-il pour avoir, un esprit plus sain, un corps plus sain, qui revient à la normale? Alors la récupération au niveau du corps est assez rapide. Enfin, il faut voir plusieurs choses, c'est-à-dire au niveau du sevrage physique, assez rapidement. C'est violent, hein, un sevrage alcool. Bon, tous les sevrages sont assez violents. Ça dépend comment il est accompagné aussi. Si c'est accompagné médicalement, et c'est vraiment, j'encourage le public à ne pas faire de sevrage seul à la maison, ça peut être excessivement dangereux et voilà, on encaisse, c'est extrêmement douloureux. Donc c'est vrai que se faire accompagner, c'est quand même hyper important, parce qu'on a les moyens d'aider les gens, de les soulager et de rendre le sevrage beaucoup plus confortable. Voilà, maintenant pour répondre à ta question, la récupération, par exemple pour l'alcool, elle va être assez rapide au niveau du sevrage physique. On va dire qu'en une semaine, le corps va être sevré. Voilà, on récupère de l'énergie, un meilleur sommeil, une meilleure peau, etc. Après, au niveau du long terme, il va falloir plus de temps pour que le cerveau se rééquilibre et retrouve en fait son équilibre biochimique, enfin neurochimique plutôt, et c'est-à-dire savoir prendre du plaisir avec les choses, retrouver le plaisir avec les stimulations naturelles, retrouver sa capacité de choix, sa liberté de choix, son apaisement, sa capacité de régulation des émotions, de régulation des impulsions. Là, il va falloir un petit peu plus de temps. D'accord. Donc voilà, ça peut être un mois, ça peut être plusieurs mois, c'est variable aussi en fonction des personnes, des histoires, euh, de la fonction qu'a eu le produit, de pourquoi je consomme et aussi de la durée de la consommation, OK. forcément. Alors justement, je rebondis là-dessus, certains, comblent leur, dépendance avec, d'autres comportements. Je pense au sport, au travail, Mm. même à la performance. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie ou simplement un déplacement de l'addiction? En fait, ça dépend. Enfin, s'aider avec d'autres moyens pour retrouver des plaisirs, c'est toujours une bonne idée.
Par exemple, le but, c'est de retrouver des accroches, des plaisirs dans la vie, des motivations, des choses qui occupent et qui surtout passionnent, enfin passionnent ou donnent envie. Voilà, c'est retrouver l'envie, retrouver l'élan vital. Donc tout ce qui est sport, créativité, activité, tout est bon. Là où il faut être vigilant, c'est que c'est vraiment nécessaire que ce soit un choix conscient et pas une fuite. Voilà. Si tu fuis dans une autre activité ou un autre comportement, une autre consommation pour anesthésier la même chose, on est dans le déplacement. Voilà. Maintenant, si c'est un choix conscient parce que tu as réfléchi, tu as compris à quoi servait en fait l'utilisation de ton produit, hein, pourquoi je consomme, qu'est-ce que je cherche à anesthésier ou à fuir, ou voilà, et que tu fais un choix conscient de ce qui pourrait te reprocurer un plaisir, un but, un sens dans ta vie, là, oui, c'est un bon choix. D'accord. C'est même super. Est-ce que tout le monde euh, a des tendances à être addict à certaines substances, à certains comportements? Mhm. Ou alors, ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient d'un choc? Est-ce que ça vient de son environnement? En fait, il n'y a jamais qu'une seule raison. C'est toujours l'addiction, c'est une rencontre entre un produit, une personne, une histoire et enfin une histoire, un moment dans ta vie. C'est une circonstance qui fait que à un moment donné de ta vie, tu vas vivre ou tu as vécu un certain nombre de choses. Donc, il faut bien reconnaître que souvent, il y a des histoires de psychotrauma, de négligence, de maltraitance. C'est très fréquent. Voilà, même d'abus, de violence, etc. C'est extrêmement fréquent. Mais pas forcément. Pas forcément. Tout le monde peut être impacté par une consommation à un moment donné de sa vie. Tout simplement, tu peux être monsieur, madame, tout le monde, avoir un passage dépressif, une rupture amoureuse, un problème au travail. Il y a une personne qui va dire bah, tiens, bois un coup parce que c'est banalisé, ça va te faire du bien. Et puis, tu peux tomber dans le panneau comme ça, tout simplement. D'accord. Voilà, ou avoir par exemple ce qu'on voit régulièrement maintenant, une pathologie douloureuse. Je sais pas, tu es sportif, tu te blesses, tu es hyper contrarié parce que tu peux plus pratiquer ton sport préféré. Euh, on te propose un médicament à base de codéine pour soulager ta douleur. Ça soigne aussi ton angoisse, ta tristesse, et tu tombes dans le panneau de l'addiction à la codéine. D'accord. Des choses comme ça peut arriver à tout le monde. Hein. Faut pas se croire plus malin que tout le monde. Est-ce que ça peut être génétique aussi? Alors oui, il y a des vulnérabilités. Hein, il y a des vulnérabilités, ça c'est vrai. Euh, donc vulnérabilité, ça ne veut pas dire hérédité. Donc par exemple, pour l'alcool, il y a une vulnérabilité génétique. Ça veut dire qu'on est plus fragile si on a par exemple un parent proche, euh, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, qui a eu un problème d'alcool. On est 2 fois plus fragile que les autres. Donc il va falloir faire 2 fois plus attention. Est-ce qu'on l'a vu faire ou simplement c'est codé? C'est c'est codé. D'accord. C'est génétiquement, c'est une fragilité génétique. Voilà. Après, par rapport à ce que tu dis, c'est très juste faire la différence. Il y a aussi, quand on voit faire, on apprend et on banalise. Donc ça, c'est l'environnement. Tu vois, l'environnement, si tu as un environnement qui t'apprend à consommer, tu vas trouver ça banal, normal et l'intégrer. Si tu as un environnement qui te prévient, qui fait de la prévention, tu vas être plus vigilant, tu vas être sensibilisé. Donc ça, c'est l'éducation, l'apprentissage, l'accessibilité aux produits, ton entourage, tes potes, voilà. Donc ça peut être les deux. Ça peut être gravé dans notre génétique, mais en plus, par mimétisme, on reproduit Tout les à erreurs. fait. Ouais. Tu as les vulnérabilités, on appelle ça internes, c'est-à-dire génétique, et externe. Externe, c'est ton environnement, ton éducation, la société, les influences, etc. Ça, c'est externe. D'accord. Est-ce qu'on peut sérieusement viser un haut niveau, que ce soit cognitif, sportif, pour les athlètes de haut niveau ou les entrepreneurs, hem, mais tout en consommant régulièrement ou occasionnellement de l'alcool, quelle que soit la quantité, quel que soit l'individu? Alors, régulièrement, non, c'est sûr. Bon,
comment dire? Occasionnellement, oui, je pense que voilà, il y a pas d'impact, hein. Si c'est vraiment très occasionnel, raisonnable, il y a pas d'impact. Mais avec une consommation régulière d'alcool, il y aura forcément un impact. On va pouvoir fonctionner, performer, mais on va pas pouvoir optimiser, ça c'est sûr. Parce que l'alcool ralentit, hein, ça ralentit, ça baisse l'énergie, ça altère le sommeil, ça ralentit la cognition. Donc non, on va pas pouvoir optimiser ses performances. Donc pour le haut niveau, c'est pas compatible. D'accord. Si quelqu'un souhaite réduire ou Oui. arrêter l'alcool, quels conseils vous donneriez? Bah, commencer par déjà prendre conseil pour évaluer la situation. Je pense que c'est très important. Après, on commence par des petites choses. On n'arrête jamais du jour au lendemain. Donc, réguler, déjà observer, s'observer, se poser des questions, savoir comment on consomme, pourquoi on consomme et voir ce qu'on peut bouger. Et puis surtout, ne pas hésiter à venir faire un point avec un professionnel, hein. On n'a pas besoin d'être dépendant pour venir consulter. Ça, c'est très important de le dire. Mmh. On peut venir faire un point. On a des tas de gens, et tant mieux, qui viennent avant justement la catastrophe, hein. Le but, c'est d'anticiper. C'était aussi le but de mon livre et le La message. prévention? Voilà, de dire surtout, posez-vous les bonnes questions et venez avant la catastrophe. D'accord. Vous accompagnez donc de nombreux patients, patientes. Oui. Y a-t-il un déclic commun que vous observez chez ceux qui réussissent à changer? Alors ce fameux déclic, en fait, pour moi, enfin, ce que j'en ai compris de mes patients, hein, le déclic, c'est plus un moment de lucidité, hein. C'est pas forcément spectaculaire, hein, c'est pas forcément d'un seul coup. Ça peut être effectivement un événement qui provoque un changement parce qu'il est suffisamment marquant pour provoquer vraiment une rupture et un changement, mais c'est aussi souvent progressif. Mais il y a un moment de lucidité où la personne prend conscience en fait de sa dissonance entre ce qu'elle voudrait et ce qu'elle fait, et qu'elle dit ça peut plus continuer. Et là, il y a un vrai changement qui est possible, qui s'amorce. Là, on a un vrai mouvement qui s'amorce. Donc ça vient souvent de la personne en elle-même, Oui, plutôt que de l'extérieur? C'est vraiment la personne qui réalise? ça vient toujours de la D'accord. personne elle-même. C'est vraiment ce moment de lucidité et de choix. Voilà, ça ne veut pas dire que l'extérieur ne sert à rien. Attention, l'extérieur est très important, il est porteur, il faut être là, à ce moment-là. Mais ce dernier phénomène, c'est pour ça que je pense qu'on l'appelle le déclic, le fameux déclic, en fait, c'est ce moment de lucidité. D'accord. Voilà, où on va se réaligner entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et on n'a plus cette dissonance entre je voudrais, mais je fais le contraire, donc je me sens coupable et je cherche des fausses excuses, ce qui provoque le déni, pour rationaliser et justifier ce que je fais, mais ça tient pas debout, donc je rebois pour oublier que et on n'en sort plus, quoi. Alors vous parliez du sevrage. Ouais. Vous pouvez expliquer comment se passe un sevrage? Alors le sevrage par rapport à l'alcool, par Oui. exemple, donc il y a le moment du sevrage physique où là, ce qui est important de rappeler, c'est que on peut mourir d'un sevrage d'alcool. Donc, lorsqu'on est dépendant, si vous pensez que vous êtes dépendant, il ne faut jamais arrêter seul. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est la réhydratation, de donner des médicaments pour éviter le sevrage, l'épilepsie et les carences en vitamine B1 qui peuvent provoquer des accidents neurologiques très graves qui provoquent des séquelles. Voilà, donc le sevrage, il est basé là-dessus. On hospitalise, on surveille la personne, on donne des perfusions pour vraiment bien réhydrater, parce que l'alcool déshydrate, Mmh. contrairement à ce qu'on dit, l'alcool déshydrate. Empêche l'absorption des vitamines B, notamment la vitamine B1. Et la vitamine B1, lorsqu'elle manque trop, quand elle est trop carencée, peut provoquer des démences, hein, par exemple. Voilà, donc il y a le syndrome de Gaillet-Verniquet, qui est une confusion massive, voilà, liée à une carence en vitamine B1 brutale. Bon, si les vomissements, souvent il y a des vomissements aussi qui sont associés au moment du sevrage, hein, qui n'est pas compensé. Les vomissements majeurs, les pertes en vitamine B1 et en déshydratation.
la déshydratation. Et là, ça devient vraiment critique, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment basé là-dessus. C'est essentiel de le rappeler. Un sevrage d'alcool, on ne le fait pas seul. Si on est dépendant, il faut vraiment se faire Il y accompagner. a tout un protocole et Oui, c'est important d'être surveillé. Et quand c'est surveillé, c'est assez simple en fait à accompagner, hein. On a juste, voilà, il faut juste surveiller, c'est vraiment important. ça peut prendre combien de temps? Ça prend, le sevrage physique, ça va prendre à peu près une semaine pour passer le gros, le pire, voilà. Après, il y a encore beaucoup de choses à traverser, bien sûr, hein. C'est pas fini, attention, on sort pas, d'une addiction en une semaine de sevrage, c'est pas suffisant. Mais on a passé, en tout cas, la période critique et la période des accidents physiques graves qui peuvent avoir des conséquences importantes. Même s'il y a eu un déclic, est-ce que, après un sevrage physique, la Mm. personne peut retomber malheureusement dans ses addictions? Oui, malheureusement, parce qu'il reste le craving, hein. Donc, le craving, c'est l'envie. En fait, quand tu arrêtes l'alcool d'un coup, le cerveau a été surstimulé donc par l'alcool et donc il a eu une quantité de dopamine très importante. Donc le cerveau, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai plein de dopamine tout le temps. Donc il va produire plein de récepteurs à la dopamine pour essayer d'absorber cette surstimulation. Et lorsque tu arrêtes d'un coup, tu as plein de récepteurs à dopamine qui sont plus compensés, donc tu es en manque. Voilà, tu es en manque, bon, physique, on vient d'en parler, mais en plus psychique, c'est-à-dire que tu y penses de manière assez obsessionnelle. Et bon, ça, c'est réversible, hein, attention, c'est réversible, mais il faut du temps. Il faut du temps. Et en plus, le cerveau qui a été habitué à être surstimulé par l'alcool va être moins réceptif au plaisir naturel. Donc il va falloir du temps pour que le cerveau rebaisse son niveau de récepteur à dopamine et retrouve en fait le plaisir avec les stimulations normales de la vie. Et ça peut être combien de temps? Alors, Ça c'est dépend. pas, c'est, c'est pas une science exacte la médecine, hein. Donc c'est variable, mais malheureusement c'est au début que c'est le plus difficile. Et plus le temps passe, plus on résiste et plus c'est facile. D'accord. Et plus les pulsions, ce qu'on appelle les cravings, c'est-à-dire les envies obsessionnelles de consommer, plus elles s'espacent et moins elles sont intenses. D'accord. Voilà. Ça peut prendre plusieurs semaines. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut continuer à se faire suivre. C'est là où tous les supports autour peuvent être utiles, hein. C'est-à-dire surtout le suivi dans un centre spécialisé par un psychologue, un médecin, le médecin traitant, enfin voilà. L'entraide aussi, les groupes de parole, etc. C'est très important. Bon, d'accord. Nouvel axe, on quitte l'alcool. On va voir, Oui. les autres addictions, Mmh. les addictions sans substance. Je Mmh. pense aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux, au Mmh. casino, même au travail. Mmh. Comment définissez-vous donc une addiction qui n'a pas de substance? En fait, c'est un peu le même mécanisme, hein. Tout ce qui est écran, réseaux sociaux, c'est des notifications, sont des vidéos courtes, sont du scrolling, tout ça sont des seringues à dopamine, hein. Ça déclenche des stimulations du cerveau de la même manière. Donc en fait, on est toujours au niveau du circuit de la récompense et on est toujours dans la stimulation par toutes ces choses-là. Donc c'est les mêmes circuits, c'est la même chose, sauf qu'on n'est plus dans la consommation, on est dans un comportement. D'accord. Donc, les réseaux sociaux, le scrolling comme vous le dites, Mm. est-ce que ça peut être considéré comme des addictions, comparables à des drogues? Oui, Sur le plan physique peut-être pas, sur le plan, psychique peut-être? oui, sur le plan psychique, tout à fait. Oui, il n'y a pas de dépendance physique parce que, quoique, quand, quand le comportement est vraiment installé à partir du moment où on souffre, quand on l'a plus, c'est que la dépendance est là. Après, c'est vrai que la composante psychique est beaucoup plus importante. Là, on est plus dans la composante et psychique et comportementale. Parce que dans l'addiction, enfin,
L'addiction, en fait, c'est la perte de la liberté. La dépendance, on peut la décliner en 3 axes, c'est-à-dire physique, le corps avec les symptômes physiques, psychique, c'est-à-dire, l'idée fixe, l'envie, l'idée fixe, le besoin, et comportemental, c'est le caractère automatique. Donc effectivement, dans les addictions, comportementales, on a plus la composante, comportement et psychique. Et ça touche tout le monde en plus, Oui. du plus jeune, au plus âgé, on en voit. Du plus jeune au plus âgé, c'est maintenant on peut plus dire: «Oui, les jeunes, c'est pareil, on Il est faut tous voir, quoi. hein, ouais. On est tous avec notre téléphone, nos écrans, nos machins». Heu, oui, oui, Donc donc c'est le même circuit, c'est le même dopamine, circuit. cortex, Oui, OK, d'accord. c'est le même circuit, ouais. Tous les notifications, les machins, ça fait plaisir, on guette, on est là, ah ben, hein, Donc comme le casino, comme, tous tout ces à circuits, fait. d'accord. Mmh. Donc c'est bien, élaboré pour que ça fonctionne. C'est tout à fait organisé, élaboré, et fait, pour nous accrocher, oui. C'est bien le problème. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais qu'on est la seule espèce à créer nos propres addictions et à les organiser, de manière, mondiale, Ouais, à grande échelle. à grande échelle, c'est mécanique. C'est Est-ce qu'il y a aujourd'hui donc des addictions invisibles mmh. qui sont en train d'exploser, mais dont on parle encore très peu? Alors en train d'exploser, oui, par contre on en parle quand même, c'est tout ce qui est réseau et écran, hein. La performance aussi. La performance, faut être, quand tu parlais d'invisibilité, la performance, faut faire attention, toujours vouloir plus des gens, de soi-même, alors qu'on s'épuise. Ça aussi, c'est quelque chose qui est préoccupant, je trouve. Performance au travail, dans la vie de Performance, famille? oui, voilà, performance au travail notamment, hein. D'accord. Mmh. Donc avec, des drogues ou des, prises d'alcool ou de Voilà, des stimulations derrière, vouloir toujours faire, plus, avec moins de moyens, plus haut, plus fort, plus vite, voilà, en perdant le côté un peu humain et bah, on va se doper, se faire du mal, pour arriver à ça, ouais. alors est-ce que le sport peut être une addiction? Le sport peut être une addiction. Alors, dans les classifications, officielles, c'est pas encore reconnu, hein. Dans les addictions comportementales, on a les jeux et les écrans reconnus officiellement. Mais on peut imaginer que si on se met effectivement à pratiquer le sport, de manière excessive, en se sentant coupable quand on n'en fait pas, en continuant à en faire malgré qu'on se blesse, en y pensant toute la journée et que ça prend toute la place, oui, on peut imaginer que le sport puisse devenir une addiction. D'accord. Donc à partir de quand une habitude saine, le sport, justement le travail, la Mmh. discipline, bascule-t-elle dans une logique addictive? Bah, quand tu perds le choix, hein, en fait, quand tu perds ta capacité de le choisir, que ça s'impose à toi et que tu te sens coupable si tu ne le fais pas, que ça te manque, quand tu l'as pas, tu souffres, et que tu le fais malgré que ça te fasse du mal. Voilà, les mêmes critères finalement, hein. Quand on perd la liberté? Quand tu perds la liberté, que tu te fais du mal et que tu souffres quand tu l'as plus D'accord. et que tu te sens coupable. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes plus vulnérables à l'addiction au sens général? Ou est-ce que tout le monde est concerné, tout le monde est au même niveau? Alors tout le monde est concerné, il n'y a pas de profil. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des vulnérabilités, hein. C'est une rencontre, voilà, entre une personne, un produit, une histoire, avec des vulnérabilités internes et externes. Donc quelle différence vous faites entre le plaisir, l'habitude et l'addiction? Bon, pour l'habitude et l'addiction, on peut voir. Oui. Alors l'habitude, c'est automatique, on le fait sans réfléchir. Le plaisir, il est choisi. Choisis de me faire plaisir. Et l'addiction, bah, tu choisis plus. C'est une perte de la liberté, hein, c'est une perte du choix. D'accord. Alors pourquoi certaines personnes arrivent justement à consommer sans tomber, sans basculer, alors que d'autres peuvent rapidement, perdre le contrôle? Justement, c'est une question de vulnérabilité. On revient à ça, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'addiction et que en fonction de notre génétique, de notre histoire, de notre éducation, de notre environnement, on est plus ou moins exposé.
Par exemple, si on prend l'exemple de l'environnement, tu peux avoir un environnement protecteur ou un environnement qui t'incite. Hein, si tu as un entourage qui consomme, par exemple, et qui te dit, bon, allez, un petit verre, ça n'a rien de faire, ou prends un rail de coke, c'est rien du tout. Ou alors si tu as un entourage qui te met en garde contre les risques, c'est pas les mêmes chances, hein, Mmh. finalement. L'environnement est aussi essentiel. D'accord. Mm. Est-ce que le manque de sommeil ou une mauvaise hygiène de vie peut influencer ou aggraver certains comportements addictifs? Ah oui, ça, le sommeil est essentiel pour la récupération et la régularisation de toutes les fonctions et vitales et psychiques. Hein, le sommeil, donc on a le sommeil profond. Dans le sommeil profond, on a plusieurs minutes par cycle, plusieurs fois par nuit. Le sommeil profond, en gros, il sert à te réparer, hein, et enfin comment dire, assimiler ta journée. Et le sommeil profond lent, donc il sert à te réguler. Et le sommeil paradoxal, il te sert à enregistrer ta journée. Et les deux associés, ça te sert à te réguler tes émotions, ton humeur, et à réparer les dégâts dans ton corps. Donc si tu dors pas, tu récupères pas. Si tu récupères pas, tu régules pas et tu contrôles pas. Donc tu vas forcément avoir des difficultés pour éviter les consommations. D'accord. Et l'hygiène de vie, la malbouffe ou l'activité Mm. sportive, ça peut jouer aussi? Ah oui, l'activité sportive, ça aide à stimuler de la dopamine, mais en douceur. Et en plus, quand par exemple tu fais du sport, non seulement tu vas te générer de la dopamine, stimuler ton cerveau en dopamine, mais de manière équilibrée et pas de manière hyper intensive comme les drogues qui stimulent tellement que finalement elles épuisent le système et elles le vident. Alors que si tu stimules en douceur, tu vas pouvoir maintenir cette stimulation et l'avoir de manière constante. Donc tu auras un plaisir constant au lieu d'épuiser ton système. Tu vois, au lieu d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et de griller ton moteur, tu vas appuyer doucement et tu vas garder ta performance, pour donner une image, hein, par C'est un exemple. sprint, pas un marathon. Exactement. Donc, si tu pratiques un sport, le sport donc, va stimuler ton cerveau, va stimuler ta dopamine de manière régulière et sans endormir, sans éteindre finalement ton cerveau, hein, en le réveillant en plus, en réveillant ta conscience, ta lucidité, euh, tes capacités de choix, tes capacités de régulation. Tandis que si tu prends par exemple de l'alcool, tu vas stimuler ta dopamine, mais en même temps tu vas endormir ton cerveau parce que ça va diminuer donc tes cognitions, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc tu vas plus avoir ta conscience, ta capacité de discernement, ta capacité de contrôle. Voilà, donc c'est la grande différence. Non seulement l'alcool, tu stimules fort et tu épuises ton système, tandis que quand tu fais par exemple du sport ou de la méditation, tu stimules doucement et en plus tu réveilles ton cerveau et tu lui fais du bien. D'accord. Voilà, donc tu gardes ça de manière douce et constante. Est-ce que le cerveau s'habitue à recevoir de la dopamine? Et Mm. est-ce qu'il en a besoin de toujours un peu plus? Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, comme quoi Oui, commence à prendre de la drogue, une dose nous suffit, ensuite on est obligé de oui, multiplier les doses oui, de plus en plus fortes. oui. Ça, c'est l'accoutumance en fait. D'accord. Ce que tu décris, c'est vraiment l'accoutumance et c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est que, en fait, il y a pas de satiété, si on veut comparer, et que le cerveau s'habitue et devient de plus en plus tolérant à la stimulation et donc il faut en prendre plus pour retrouver l'effet du début. Et à la fin, c'est le stade de la dépendance, c'est-à-dire que tu n'as même plus de plaisir, tu n'as que du manque et tu es contraint de consommer pour ne pas être malade. Et c'est là où on arrive à la perte du choix. Donc c'est plus le choix de consommer pour te faire plaisir, c'est la contrainte de consommer pour ne pas être malade, pour ne pas souffrir. Voilà. Donc on passe du choix à la contrainte. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment la perte de liberté. C'est une question de vie en fait, ou de mort. C'est un réflexe, on est obligé d'en
C'est une urgence, ouais. C'est une D'accord. urgence. Les patients dépendants le décrivent comme ça. C'est une réalité. C'est une urgence vitale, un signal d'urgence qu'envoie ton cerveau et qui dit si je n'ai pas mon produit, je vais en mourir réellement. C'est pour ça que c'est pas une question de volonté. C'est pour ça que c'est au-delà du choix. C'est pour ça que c'est une contrainte. C'est pour ça que c'est une prison et que c'est difficile à comprendre pour l'extérieur. Voilà, qu'on consomme malgré qu'on se fasse du mal, malgré qu'on fait du mal à sa famille, malgré qu'on fait du mal à l'entourage. C'est important de le rappeler. C'est important, oui. Est-ce que l'ennui, aujourd'hui, ça peut être aussi, un terrain pour, terrain déclencheur pour nos addictions? Oui, surtout qu'on sait plus s'ennuyer. On sait plus s'ennuyer puisque notre société nous surstimule en permanence et elle ne nous apprend pas justement à s'ennuyer pour réguler. C'est vrai qu'en psychanalyse de l'enfant, on en parle et c'est pas du tout stupide, c'est que c'est dans l'ennui que l'enfant finalement invente et fait émerger sa créativité. Donc s'ennuyer un petit peu et inventer son espace, c'est important et on ne sait plus s'ennuyer. Et du coup, on ne supporte plus et on cherche tout le temps à être stimulé en permanence avec nos écrans, nos téléphones, nos trucs, nos machins. Il faut toujours qu'il se passe un truc. Ouais. Mm. La surconsommation, ouais, c'est vrai que C'est ça. c'est un C'est en problème. ça que notre société est très addictogène. Ouais. Très addictogène. Il y a encore des sociétés, un petit peu en marge, Mm. occidentales ou autres, qui vivent, sans addiction? Des tribus ou Je n'ai pas suffisamment de connaissances, mais je pense qu'il y en a à peu près partout. Mais il y a encore certainement des tribus, en fait, où, un peu comme ta question du début sur les Homo sapiens, mmh, c'est-à-dire que l'environnement ne donne pas autant accès déjà aux produits addictifs. Donc d'une part, il n'y a pas cet accès, donc ils régulent automatiquement. Et ils n'ont pas des produits aussi forts que nous, on a été capable d'en produire actuellement. Voilà, quand tu vois les trucs qui sortent, le PTC, là, pète ton crâne, enfin, c'est du délire ce qui sort quand même, hein. mmh. Donc, on a la capacité de sortir des produits terrifiants qui font des dégâts et c'est de pire en pire. Et ça, c'est vraiment terrifiant. On parle actuellement du fentanyl, là, quand Oui, on parle du à l'heure où fentanyl. on enregistre le podcast. Mm. C'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts, la drogue du zombie. Voilà, du fentanyl, on parle du protoxyde d'azote aussi, Mmh. qui fait des ravages chez les jeunes, avec des paralysies, une toxicité neurologique complètement démente. Le PTC, les cannabinoïdes de synthèse, où ils racontent aux jeunes, mais c'est pas dangereux, il y a pas de THC. Il n'y a pas de THC, mais il y a un produit chimique équivalent qui est 500 fois plus dangereux. Enfin, voilà, c'est vraiment préoccupant. D'accord. On peut voir justement une addiction, sur par exemple, l'alcool, Mm. sur la peau, sur, le vieillissement, Oui. mais est-ce qu'on peut, mesurer la perte de performance liée aux addictions comportementales, comme les écrans, la dopamine rapide, et cetera? Alors, la mesurer de manière subjective, oui, parce que c'est sûr que toutes ces addictions comportementales nous dispersent. Donc, à partir du moment où ça te disperse, t'es plus aussi concentré et ça altère la performance, ça c'est certain. D'accord. Parce que la performance, c'est pas moi qui vais t'expliquer, hein, c'est de la discipline, c'est du travail, c'est de la concentration. Donc à partir du moment où tu es dispersé par tous ces trucs-là, t'es pas ralenti, tu t'agites, mais t'es pas concentré, quoi. Donc on peut, pour des parents par exemple qui voient leur enfant, Mm. peuvent le diagnostiquer, assez rapidement? Oui, 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 oui. Ah oui, oui, complètement. Ouais. OK. Non, parce que ça paraît du coup invisible justement comme il y a pas de Oui, mais répercussions sur c'est pour ça qu'il y a une question sur les écrans actuellement, hein, et que on se pose la question. Alors interdire les écrans, peut-être pas, parce que ça paraît difficile, mais en tout cas se pose la question réguler parce que ça altère les capacités cognitives dans le sens de la concentration, donc l'acquisition des choses, enfin la concentration à l'école, hein, c'est sûr. Les apprentissages sont altérés par la dispersion due à toutes ces sollicitations permanentes. alors il y a la dépendance, mais Mm. également le plaisir. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux supprimer totalement une addiction? Est-ce que c'est plus efficace?
que justement la réguler et savoir, s'en affranchir, mais quand même prendre du plaisir, à boire un verre, par exemple, tous les mois, plutôt que tout supprimer? Alors ça dépend du stade, auquel on est. C'était aussi le but, de mon livre, hein. Si tu as un problème d'alcool, c'est-à-dire si tu es avant l'addiction, tu vas toujours pouvoir revenir en arrière, hein. Le cerveau apprend très vite, mais il est plastique et donc il désapprend. Il peut désapprendre. Après, il faut répéter pour désapprendre. Donc on peut revenir en arrière. Par contre, si tu as dépassé le stade de l'addiction, c'est pas un effacement. Il n'y aura jamais un effacement. On va jamais revenir à l'état initial. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que, en fait, on dit que l'addiction, c'est une maladie chronique. C'est vrai, c'est une maladie chronique, mais qui est partiellement réversible. Parce que voilà, maladie chronique, ça condamne. Partiellement réversible, ça veut dire qu'on a une partie de la solution. C'est-à-dire tu désapprends, tu reviens en arrière. Ton cerveau est plastique. Ça va être dur, ça va être long, mais c'est possible. Il faut répéter, répéter. Et au début, ça ne fait pas plaisir, donc ça va être pénible, mais à la fin, on va y arriver. Par contre, on ne revient pas à l'état initial. C'est-à-dire que le cerveau, il va se souvenir. Il va se souvenir, comme je te le disais au départ, tu as appris à conduire, tu as appris à faire du vélo, à nager, tu arrêtes pendant des années, tu reprends 20 ans après, tu n'as pas oublié. C'est toujours imprimé parce que c'est dans la mémoire de l'apprentissage, la mémoire des émotions, tout ça, voilà. Donc, c'est pareil pour les produits. Et si tu réintroduis le produit, le risque de rechuter est majeur. Voilà. C'est pour ça qu'on peut réapprendre à retrouver du plaisir autrement, à gérer les émotions, à les réguler autrement, à retrouver de l'élan vital, etc., par d'autres moyens. Mais je déconseille fortement de retoucher aux produits duquel on a été dépendant. Voilà. Par contre, si on agit avant la dépendance, hein, au stade de l'usage à risque ou de l'usage toxique, de l'usage problématique, c'est-à-dire on consomme trop, ou on a eu des conséquences de notre consommation, mais sans être dans la dépendance, on peut réguler. En principe, c'est possible de revenir en arrière. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre addiction et manque de sens ou de direction dans la vie? Peut-être une question plus philosophique. Oui, complètement. Hein, complètement, même c'est très fréquent, hein, que les personnes consomment parce qu'il y a un manque de sens, parce que on veut anesthésier le stress, les émotions, la souffrance. Et c'est ça d'ailleurs qui est paradoxal parce que les personnes consomment parce qu'il y a un manque de sens, mais l'addiction provoque une dissonance. C'est-à-dire la dissonance, c'est entre ce que je voudrais et ce que je fais, il y a un contraire. Il y a un contraire, donc ça provoque un inconfort et ça provoque une souffrance. Et donc cette souffrance, je vais essayer de la justifier avec des rationalisations ou des banalisations en disant par exemple ouais mais je consomme pas tant que ça, ouais mais j'arrête quand je veux, ouais mais je fais du sport, ça compense, oui mais je bois de l'eau donc voilà j'ai beaucoup bu aujourd'hui mais demain je vais pas boire pour compenser. On essaye de se rassurer avec des fausses croyances Dans le déni, voilà, qui génèrent du déni parce que forcément on se sent coupable de faire le contraire de ce qu'on voudrait. Euh, et ça donne encore moins de sens à ce qu'on fait. Hein, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, souvent, ce fameux déclic, c'est cet alignement. mmh, Je ne veux plus, je veux plus de ça peut plus continuer comme ça, je fais n'importe quoi, j'en prends conscience et maintenant je veux être alignée entre ce que je veux et ce que je fais. d'accord, OK. Voilà, L'alignement, d'accord. c'est ça. On parle beaucoup justement d'être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et c'est essentiel. Ouais. Et c'est vrai qu'en addictologie, quand ça prend sens, quand on commence à comprendre vraiment ça, c'est un vrai indicateur de changement. Ouais. Et les patients que vous voyez justement Mm, qui comprennent, qui ont ce déclic-là, mm. ils sont, heureux pour, leur futur ou malheureux également de perdre ce qui leur rend ce qui les fait art ils sont heureux avec, Leur leur addiction. substance et leur, Ouais. Au début, il y a eu une ambivalence.
Il y a une ambivalence qui est normale, hein, parce que il faut un certain temps pour retrouver tout le côté positif. Parce qu'au début de l'arrêt, il y a tout un inconfort, hein. Il y a tout un moment d'inconfort qui est voilà, du manque, où il faut que tout se régule, le corps, le cerveau, le psychisme, pour retrouver justement cet équilibre. Donc pendant ce moment-là, c'est fréquent que la personne doute et en fait dise j'aimerais bien retrouver le plaisir du début, parce qu'au début il y a une période où il y a du vrai plaisir. Mais c'est un plaisir éphémère et c'est un mensonge. Donc il voudrait retrouver le mensonge du début qui ne tient pas forcément dans le temps. Donc ce moment-là, c'est le moment qui est compliqué et qui peut provoquer la rechute. Oui. Donc il y a une ambivalence. Mais après, une fois qu'ils ont passé le cap, je peux t'assurer qu'ils sont hyper heureux. C'est une renaissance. D'accord. C'est une renaissance, vraiment. Donc, quel conseil simple vous donneriez à quelqu'un qui sent qu'il perd le contrôle, mais qui n'ose pas encore se l'avouer et qui veut justement reprendre le contrôle, reprendre sa liberté? Ben justement, c'est de faire preuve de lucidité, de regarder les choses en face, d'être très honnête avec soi-même et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide et ne pas rester seul. Si on a un doute, ne pas rester seul et accepter de l'aide, c'est essentiel. D'accord. C'est vraiment très important. Merci beaucoup pour cet échange, Christelle Pellet-Bernard. Merci beaucoup. J'invite nos auditeurs à te lire sur LinkedIn, à lire ton livre. Peut-être que tu as un dernier mot pour la fin. Oui, alors pour la fin, si tu Bien m'autorises, sûr. j'aimerais dire un petit mot et lire peut-être juste une phrase que j'ai préparée d'un auteur québécois dont je suis en train de relire le second livre qui s'appelle Norman Nadon. Et il écrit son second livre et qui écrit une phrase très belle que j'ai trouvée dans son manuscrit qui dit que accepter de demander de l'aide constitue le plus bel acte de courage et d'amour envers soi-même. Voilà. Parce que souvent, l'addiction provoque justement cette culpabilité qui fait que on se sent mal et on est en souffrance. Voilà. Puis j'en profite pour vous montrer aussi son livre. Ça, c'est le premier, qui est super chouette. Voilà. Et il va bientôt sortir son second, que je vais certainement préfacer. Et franchement, il est super. Son bouquin, 30 jours sans alcool, il s'appellera, sera un guide d'accompagnement. D'accord. Je mets le Voilà, lien je en vais dire. description pour Ouais, les plus curieux, ouais. ainsi que vos réseaux sociaux et Ouais. votre livre. En plus du mien, évidemment. Merci Merci encore. beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute sur ce podcast, mais j'ai un cadeau pour vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fondé Aura, une plateforme qui optimise votre longévité et votre santé pour libérer votre plein potentiel, tant sur le plan cognitif que physique. Comment ça marche? C'est très simple. D'abord, vous connectez vos wearables, que ce soit Apple Watch, Whoop, Garmin, Suunto, Strava, on en prend plus de 150 en compte. Par la suite, vous répondez à un questionnaire personnalisé et surtout vos objectifs de vie. Que ce soit la longévité, un objectif physique, perdre du poids ou même pour un entrepreneur pour être plus productif au quotidien. Par la suite, vous recevez des recommandations hebdomadaires basées sur 4 piliers essentiels. Le sport, la nutrition, le sommeil, ainsi que la cognition. Tout cela lié à vos données en temps réel ainsi que vos objectifs de vie. Par exemple, sur le pilier nutrition, vous recevez toutes les semaines tous vos repas au gramme près. Vous avez également sur la plateforme les rétrospectives de votre semaine, une estimation de votre âge biologique, ainsi que votre classement France parmi les membres. Vous avez également plein d'autres features. Pour moi, c'était de réaliser le 10 km en running en moins de 40 minutes. J'ai suivi le plan en 2 mois et j'y suis parvenu en 39 minutes. Tout est 100% personnalisé et s'adapte vraiment à votre mode de vie. Si vous voulez essayer, je vous mets un code de moins 10% pour essayer dès aujourd'hui. Merci à tous et à très vite.